Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 7. La Mesa ressemblait à un navire retenu par un calme dans un détroit de poussière couleur de lion. Le chenal serpentait entre des rives à pic et descendant en pente de l'une à l'autre des murailles à travers la vallée, courait un filet vert, la rivière, et les champs qu'elle arrosait. Sur la proue de ce navire de pierre, au centre du détroit et paraissant en faire partie, semblable à un affleurement en forme définie et géométrique du roc nu, s'élevait le pueblo de Malpé. Pâté sur pâté, chacun des étages plus petit que celui d'en dessous. Les hautes maisons montaient telles des pyramides à échelons et tronquées dans le ciel bleu. À leurs pieds s'éparpillait un amas de bâtisses basses, un lacis de murailles, et sur les trois côtés, les précipices tombaient à pic dans la plaine. Quelques colonnes de fumée montaient verticalement dans l'air, dans un souffle, et s'y perdaient. Bizarre, dit Lénina, fort bizarre. C'était son expression habituelle de condamnation. Ça ne me plaît pas, et cet homme ne me plaît pas non plus. Elle montra du doigt le guide indien qui avait été désigné pour les conduire là-haut au pueblo. Ce sentiment était manifestement payé de retour. Le dos même de l'homme, tandis qu'il marchait devant eux, était hostile, sombrement méprisant. Et puis elle baissa la voix. Il sent mauvais. Bernard ne tenta pas de le nier. Ils continuèrent à marcher. Tout à coup, l'on eût dit que tout l'air était devenu vivant et s'était mis à battre de la pulsation infatigable du sang. Là-haut, à Malpé, les tambours battaient. Leurs pieds prirent le rythme de ce cœur mystérieux. Ils pressèrent le pas. Le sentier qu'ils suivaient les mena au pied du précipice. Les flancs de l'énorme bateau Mesa les dominaient de toute leur hauteur, 100 mètres jusqu'au plat-bord. Si seulement nous avions pu amener ici l'avion, dit Lénina, levant les yeux avec colère sur la face nue du roc surplombant. Je déteste la marche, et l'on se sent si petit quand on est sur le sol, au bas d'une montagne. Ils poursuivirent leur marche, parcourant une partie du chemin à l'ombre de la Mesa, contournèrent un éperon, et voilà, dans un ravin creusé par les eaux, qu'apparut la montée par l'escalier de Dunette. Ils y grimpèrent. C'était un sentier fort raide, qui zigzaguait d'un bord à l'autre du ravin. À certains moments, le battement des tambours s'amortissait au point d'être tout juste perceptible. À d'autres, ils semblaient battre de si près qu'on les attendait au prochain tournant. Quand ils furent à mi-chemin du sommet, un aigle passa si près d'eux dans son vol que le vent de ses ailes leur fouetta d'un souffle frais le visage. Dans une crevasse du rocher gisait un tas d'ossements. Tout était bizarre et donnait une sensation d'oppression, et l'Indien sentait de plus en plus fort. Ils débouchèrent enfin du ravin en plein soleil. Le sommet de la Mesa était un pont plat de pierre. Cela ressemble à la tour de Charingté, commenta Lénina. Mais il ne lui fut pas donné de jouir longtemps de la découverte qu'elle avait faite de cette ressemblance rassurante. Un bruit de pas amorti les fit se retourner. Nus depuis la gorge jusqu'au nombril, le corps brun foncé badigeonné de raies blanches, comme des cours de tennis en asphalte, devait expliquer plus tard Lénina, le visage rendu inhumain par des bariolages d'écarlate, de noir et d'ocre, deux Indiens arrivaient en courant le long du sentier. Leurs cheveux noirs étaient tressés avec de la fourrure de renard et de la flanelle rouge. Un manteau en plumes de dindon leur flottait autour des épaules. D'énormes diadèmes de plumes leur lançaient autour de la tête des éclats aux tons voyants. À chaque pas qu'ils faisaient s'élevait le tintement et le cliquetis de leurs bracelets d'argent, de leurs lourds colliers d'os et de perles de turquoise. Ils s'approchaient sans mot dire, courant sans bruit dans leurs mocassins en peau de daim. L'un d'eux tenait un plumeau, l'autre portait dans chacune de ses mains ce qui paraissait être de loin 3 ou 4 bouts de corde épaisse. L'une des cordes se tordait de façon inquiétante, et Lénina vit soudain que c'étaient des serpents. Les hommes s'approchèrent de plus en plus près, leurs yeux sombres la dévisagèrent, mais sans donner aucun signe de reconnaissance, ni le moindre indice qu'ils eussent vu ou eussent conscience de son existence. Le serpent qui s'était tordu pendait à présent mollement avec les autres.
Les hommes passèrent leur chemin. Ça ne me plaît pas, dit Lénina, ça ne me plaît pas. Ce qu'il attendait à l'entrée du pueblo lui plut encore moins. Lorsque leur guide les eut laissés pendant qu'ils entraient pour recevoir des instructions, la saleté tout d'abord, les piles d'immondices, la poussière, les chiens, les mouches. Le visage de Lénina se plissa en une grimace de dégoût. Elle porta son mouchoir à son nez. Mais comment peuvent-ils vivre comme cela laissa-t-elle éclater d'une voix pleine d'incrédulité indignée. Ce n'était pas possible. Bernard haussa philosophiquement les épaules. Quoi qu'il en soit, dit-il, voilà 5 ou 6 000 ans qu'ils le font, de sorte que je suppose qu'ils doivent y être habitués à présent. Mais la propreté est l'approche de la fort dignité, insista-t-elle. Oui, et la civilisation, c'est la stérilisation, reprit Bernard, terminant sur un ton ironique la seconde leçon hypnopédique d'hygiène élémentaire. Mais ces gens-là n'ont jamais entendu parler de notre Ford, et ils ne sont pas civilisés, de sorte qu'il est sans intérêt de... Oh, elle lui agrippa le bras. Regardez. Un Indien à peu près nu descendait très lentement l'échelle depuis la terrasse du premier étage d'une maison voisine, un échelon après l'autre, avec l'attention tremblante de l'extrême vieillesse. Son visage était profondément sillonné de rides, et noir, tel un masque d'obsidienne. La bouche édentée s'était affaissée. Aux commissures des lèvres et de chaque côté du menton luisaient quelques longs poils hérissés, presque blancs sur la peau foncée. Les longs cheveux non retenus en tresses lui tombaient en touffes grises tout autour du visage. Son corps était courbé et émacié, au point de n'avoir presque plus de chair sur les os. Très lentement, il descendait, s'arrêtant à chaque échelon avant d'aventurer un pas de plus. « Qu'est-ce qu'il a donc » chuchota Lénina. Elle avait les yeux écarquillés d'horreur et d'étonnement. « Il est vieux, voilà tout, répondit Bernard, avec tout le détachement dont il était capable. Il était troublé lui aussi, mais il fit un effort pour ne pas paraître ému. Vieux, répéta-t-elle, mais le directeur est vieux. Il y a des tas de gens qui sont vieux. Ils ne sont pas comme cela. C'est parce que nous ne leur permettons pas d'être comme cela. Nous les préservons des maladies. Nous maintenons artificiellement leurs sécrétions internes au niveau d'équilibre de la jeunesse. Nous ne laissons pas tomber leur teneur en magnésium et en calcium au-dessous de ce qu'elle était à 30 ans. Nous leur faisons des transfusions de sang jeune. Nous maintenons leur métabolisme stimulé en permanence. Aussi, naturellement, n'ont-ils pas cet air-là. En partie, ajouta-t-il, parce que la plupart d'entre eux meurent bien avant d'avoir atteint l'âge de ce vieillard. La jeunesse à peu près intacte jusqu'à 60 ans, et puis crac, la fin. Mais Lénina n'écoutait pas, elle observait le vieillard. Lentement, lentement, il descendait. Ses pieds touchèrent le sol, il se retourna. Dans leur orbite profondément enfoncée, ses yeux étaient encore extraordinairement vifs. Ils la regardèrent un long moment, vides d'expression, sans surprise, comme si, tout bonnement, elle n'avait pas été là. Puis, lentement, le dos courbé, le vieillard, clopin-clopant, passa devant eux et disparut. « Mais c'est terrible, chuchota Lénina, c'est épouvantable. Nous n'aurions pas dû venir ici. » Elle tâta dans sa poche pour trouver son soma, mais seulement pour s'apercevoir que par suite d'un oubli sans précédent, elle avait laissé son flacon à l'auberge. Les poches de Bernard étaient également vides. Il ne restait à Lénina qu'à affronter sans secours extérieur les horreurs de Malpé. Elles s'abattirent en tas sur elle, drues et rapides. Le spectacle de 2 jeunes femmes donnant le sein à leur bébé la fit rougir et l'obligea à détourner son visage. Elle n'avait de sa vie vu chose aussi indécente, et ce qui l'aggravait, c'est que, au lieu de fermer les yeux et de la passer avec tact sous silence, Bernard se mit à faire sur ce spectacle vivipare révoltant des commentaires qui appelaient une réponse. Honteux à présent que les effets du soma étaient tombés, de la faiblesse dont il avait fait preuve ce matin même à l'hôtel. Il se donnait du mal pour se montrer fort et libéré des opinions orthodoxes. Quel mode de relation merveilleusement intime, dit-il, dépassant délibérément toutes les bornes, et quelle intensité de sentiment il doit créer. Il me semble souvent qu'il se peut qu'il nous ait manqué quelque chose, à n'avoir pas eu de mère. Et peut-être aussi vous a-t-il manqué quelque chose
À ne pas être mère, Lénina. Représentez-vous assise là-bas, vous-même, avec un petit bébé à vous. Bernard, comment pouvez-vous? Le passage d'une vieille femme atteinte d'ophtalmie et d'une maladie de peau détourna son indignation. Allons-nous-en, supplia-t-elle. Tout cela ne me plaît pas. Mais à ce moment leur guide reparut, et leur faisant signe de le suivre, les conduisit le long de l'étroite rue entre les maisons. Ils tournèrent en arrivant à un coin. Un chien crevé gisait sur un tas d'ordures. Une femme goîtreuse cherchait des poux dans la chevelure d'une petite fille. Leur guide s'arrêta au pied d'une échelle, leva la main verticalement en l'air, puis la lança horizontalement en avant. Ils exécutèrent ce qu'il commandait silencieusement. Ils gravirent l'échelle et, franchissant la porte à laquelle elle donnait accès, entrèrent dans une pièce étroite et longue, assez sombre, et sentant la fumée, la graisse brûlée et les vêtements qu'on a portés longtemps sans les laver. À l'autre extrémité de la pièce était une autre porte, par laquelle pénétrait un rayon de soleil, ainsi que le bruit, fort sonore et proche, des tambours. Ils franchirent le seuil et se trouvèrent sur une terrasse spacieuse. Au-dessous d'eux, emprisonnée entre les hautes maisons, était la place du village, bondée d'Indiens. Des couvertures brillantes, des plumes fichées dans les chevelures noires, et l'éclat des turquoises avec des peaux foncées, luisantes de chaleur. Lénina porta de nouveau son mouchoir à son nez. Dans l'espace libre, au centre de la place, il y avait 2 plateformes circulaires de maçonnerie et d'argile battue, toiture à n'en pas douter, de chambres souterraines, car au centre de chacune des plateformes s'ouvrait une écoutille béante avec une échelle qui sortait de l'obscurité inférieure. Il en montait un son de flûte souterraine, qui se perdait presque totalement dans le battement persistant, régulier, implacable des tambours. Les tambours plaisaient à Lénina. Fermant les yeux, elle s'abandonna à leur tonnerre, assourdie et répétée. Elle en laissa envahir de plus en plus complètement son moi conscient, si bien qu'enfin il ne subsista plus rien au monde que cette unique et profonde pulsation sonore. Elle lui rappelait, en la rassurant, les bruits synthétiques des offices de solidarité et des cérémonies du jour de Ford. Orginé porginé, murmura-t-elle en elle-même. Ces tambours battaient exactement suivant le même rythme. Il y eut une explosion soudaine de chants qui la fit sursauter, des centaines de voix d'hommes criant toutes impétueusement dans un unisson rauque et métallique, quelques notes longuement ténues, et le silence tonnant des tambours, puis, perçante d'un ton de hennissement aigu, la réponse des femmes, puis de nouveau les tambours, et une fois encore, émise par les hommes, l'affirmation profonde et farouche de leur virilité. Bizarre, oui, l'endroit était bizarre, la musique l'était aussi, les vêtements, les goitres, les maladies de peau, les vieillards l'étaient également, mais le spectacle lui-même, il ne semblait pas qu'il eût rien de particulièrement bizarre, lui. Cela me rappelle des chants en commun chez les castes inférieures, dit-elle à Bernard.